Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi par l'entremise de la ligne téléphonique Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler finances. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Hey, on a parlé de taux d'intérêt la semaine dernière, c'était extrêmement intéressant. On va revenir un tout petit peu sur le sujet parce que des choses dont on n'a pas parlé. Entre autres, ce dont on parlait, c'était de taux d'intérêt abusif. Et on avait donné des exemples fort intéressants sur une personne qui avait besoin de réhypothéquer pour faire des investissements sur sa maison. Finalement, la banque passait vite, donc on a réhypothéqué avec un prêteur abusif. On s'est retrouvé avec des problèmes. Dans un autre cas, c'est quelqu'un qui a fait à peu près le même cheminement, mais qui a pris un endosseur en plus. Des taux abusifs, ce type de taux-là, est-ce qu'on en voit souvent apparaître dans votre bureau, Pierre-Paul? On en voit très souvent. Et c'est souvent les mêmes prêteurs, malheureusement, que je peux pas nommer. Ça me ferait un grand plaisir de les nommer. Mais c'est des prêteurs qui sont là pour qu'on vraiment là, en deuxième chance au crédit. Les gens sont comme habitués à ça sur les autos, les 4 roues. On dirait que ça, c'est rendu là. C'est rendu commun. Les gens, au lieu d'accumuler de l'argent puis de donner puis de passer avec un premier prêteur, de donner un cash, au lieu de carrément payer leurs biens, ils financent à des taux d'intérêt élevés. Mais ce qui est plus fatigant encore, c'est quand on est justement là, dans des taux de 30, de 40, j'ai même vu de 59 là. On parle de prêteurs qui ont pignon sur rue. Là. On parle pas de banque, évidemment. Là. Mais on parle de prêteurs qui ont pignon sur rue puis qui vont endetter les gens comme ça avec des gros paiements. Puis faites des calculs, utilisez des calculateurs sur Internet là, pour voir, mais systématiquement, là, les gens, quand je leur montre leur contrat qu'ils ont signé et qu'ils ont lu normalement, ils n'en reviennent même pas eux-mêmes. Là. Parce que souvent, c'est expliqué vite, puis c'est caché. Puis les gens se font vendre un paiement. Hein, se font vendre un paiement de 662. OK, je pense que ça rentre dans le budget. Donc, premièrement, ils n'ont pas fait leur budget, donc ils ne savent pas. Puis là, ils arrivent, puis finalement, ça ne rentre pas. Et deuxièmement, même si ça rentre dans le budget, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Quand on est rendu à des taux d'intérêt au-delà de 30 il faut que les gens viennent nous voir avant ça pour faire une stratégie. Je dis tout le temps aux gens, là, ça vous prend une stratégie pour qu'en 5 ans, vous n'ayez plus de dette qui rentre dans le budget. Si on n'a pas ça ça nous prend une rencontre avec ces gens-là comme syndic pour les replacer dans le dossier de crédit. Puis c'est pour ça qu'on a juste 10 de nos clients qui font faillite. Là. C'est parce que 90 on fait d'autres choses avec, puis on les replace dans le système de crédit sans qu'ils fassent faillite. Là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire lorsque ces gens-là arrivent avec une entente de remboursement ou une entente de prêt avec ces prêteurs-là? Absolument. C'est même relativement facile à s'entendre à 2 conditions. C'est sûr que si les gens, je vais prendre un exemple qu'on a parlé la semaine passée, si les gens ont fait une hypothèque puis ont consenti à une hypothèque de deuxième rang à un prêteur, malgré le fait que ce prêteur-là chargeait 25 ils ont quand même consenti à une hypothèque, on pourra pas faire des miracles parce qu'ils ont signé une hypothèque sur leur maison. Donc, à moins de vendre leur maison ou de redonner leur maison à l'institution financière, on pourra pas leur débarrasser de cette dette-là. Donc, ça, c'est un gros problème. Donc, avant de faire ça, il faut que les gens viennent nous voir. Pierre-Paul, si l'institution financière décide de financer cette partie-là qui a été réhypothéquée et de rembourser le prêteur, est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'une institution peut faire ça? Oui, absolument. Une institution peut. Juste être sûr de comprendre, est-ce que tu veux dire si quelqu'un voudrait refinancer et tout reprendre la dette, c'est ça que tu veux dire? Oui, reprendre la dette abusive là, qu'on a. Dis-moi, j'ai dû emprunter 20 000 pour ma maison, la banque n'a pas été assez vite. Finalement, je le prends avec cet individu-là, puis je me retourne, je vais voir la banque, je dis, gars, j'ai ce problème-là, puis les taux d'intérêt qui me chargent sont importants. Seriez-vous prêt à me refinancer cette partie-là et qu'on rembourse l'individu en question? On l'essaye des fois. Excessivement difficile. Pourquoi c'est excessivement difficile? C'est que, mettez-vous à la place de l'institution financière. Tu es allé voir un autre prêteur qui t'a prêté à un taux d'intérêt beaucoup trop élevé. Donc, ça démontre que tu ne regardes pas tes affaires. Si tu ne regardes pas tes affaires, ça veut dire que tu es plus à risque. Si tu es plus à risque, peut-être que la banque ne te veut pas dans son portefeuille. Donc, c'est ça le problème. C'est que quand on obtient soit par manque de choix ou par on le fait qu'on va trop vite ou on n'a pas lu notre contrat ou bon, peu importe, et qu'on signe avec un prêteur B comme ça, avec des gros taux d'intérêt, le problème, c'est que c'est bien dur après ça qu'une banque veuille reprendre notre dossier parce qu'il regarde le dossier et dit, mais voyons, voir que tu as signé ça, ça veut dire quelle autre niaiserie tu fais dans ta vie. Là. Tu sais, c'est un peu ça. Parce que typiquement, les gens qui prennent des mauvaises décisions financières prennent pas juste des mauvaises décisions financières, ils prennent d'autres mauvaises décisions. Donc, ça, je parle de comment les banques interprètent la situation.
Donc, c'est sûr qu'eux autres, dans leur tête, c'est pas un bon client potentiel. C'est ça qui fait que c'est problématique. Donc, ça, c'est le premier point, si les gens ont déjà consenti à une hypothèque. Le deuxième point, c'est s'ils ont permis à ce qu'un endosseur signe. Oh mon Ça, Dieu, ouais. c'est excessivement problématique aussi, parce que si on a emprunté 30 000, même si on n'a pas donné de garantie, si on a fait signer papa, maman ou conjoint, conjointe, ben cette personne-là, même si on fait un règlement pour nos dettes, qu'on fait une faillite, qu'on fait une proposition de consommateur, même si on fait ça, ben ça ne libère pas l'autre personne. Donc ça, c'est les deux bémols qu'il faut que je mette aux gens. Ça, c'est dur de se sortir d'une mauvaise décision comme ça. Mais n'importe quelle autre mauvaise décision, quelqu'un qui a loadé ses cartes de crédit par erreur, quelqu'un qui a été chercher un prêt à 35 qui n'est pas capable de le payer, mais qu'il n'y a pas d'endosseur puis il n'a pas donné de garantie sur sa maison, ben là, oui, ces gens-là, c'est très facile de les aider pour les sortir de ce prêt-là. Bon. On parle de prêts légaux, là, par exemple. On ne parle pas de prêts illégaux, parce que dans le cas des prêts illégaux, c'est un autre monde, là. Ben, prêts illégaux, on les sort de la situation quand même, mais c'est juste que souvent c'est pire, là. Puis prêts illégaux, là, tu sais, des fois on s'imagine un Shylock, on s'imagine quelqu'un qui va nous casser les jambes, mais non, c'est des gens, c'est des prêteurs qui existent, là, qui sont qui fonctionnent dans la légalité jusqu'à temps qu'on analyse comment ils font leurs prêts. Donc, il y a beaucoup trop de petits prêteurs comme ça qui font des je vais dire des erreurs administratives qui les amènent à faire des prêts illégaux. OK. Des erreurs administratives. OK. On va acheter ça. Hey, je veux rentrer dans un autre sujet. On en a parlé beaucoup des prêts. À moi, avais-tu d'autres choses à rajouter sur la partie des intérêts? Parce que c'est quand même une partie importante, là. Ouais. Ben, peut-être 2-3 petits points de plus. Si vous allez emprunter un 4 roues, une auto, puis qu'on vous offre un taux d'intérêt de 23 mettons, là, ça, en partant, là, c'est un indicateur que vous êtes à risque. Donc, le taux d'intérêt, là, ça devrait vous servir de lumière pour dire, oh, c'est ça mon risque présentement. Pourquoi j'ai pas le taux que toutes les autres ont ou que le taux affiché ou pourquoi j'ai pas ça? Mais ça veut dire que vous êtes à risque. Donc, posez des questions à savoir qu'est-ce qui fait que votre taux d'intérêt est plus élevé. Puis, normalement, là, les gens vont être capables de vous le dire. Puis sinon, ben là, il faut aller sortir votre dossier de crédit. Il faut analyser votre taux d'endettement pour voir c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes à risque pour le corriger pour le futur. Et idéalement, ben, on fait pas des prêts dans ces taux-là. On attend d'avoir de l'argent pour l'accumuler, pour acheter ce qu'on a de besoin, au lieu d'être dans ces prêts-là. Je comprends que c'est pas toujours possible pour un auto, mais pour un voyage, un 4 roues, un skidoo ou n'importe quel équipement de loisir, une roulotte, quoi que ce soit, de payer ces taux d'intérêt-là, là, ça n'a pas d'allure. Ne faites pas ça de grâce. Les gens se ramassent dans le trouble avec ça. Et ça se magasine un taux d'intérêt aussi. Hein. C'est pas parce qu'on va à une place pour acheter une roulotte que c'est la seule roulotte disponible. On peut magasiner ça ailleurs. Puis il n'y a pas juste le prix qu'il faut magasiner. Le taux d'intérêt, ça se magasine aussi. Fait que c'est juste d'avoir ça en tête, d'être conscient que là, on parle de taux d'intérêt de 23 qui n'a pas d'allure pour une roulotte, mais tu sais, c'est normal, pour exemple, une carte de crédit d'être à 23 ou à 28 Donc ça, faut pas s'en faire avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une carte de crédit, c'est faite pour être ramenée à zéro à tous les mois. Donc, si on ramène notre carte à zéro à tous les mois, ben on paiera jamais cet intérêt-là. C'est ce qu'on veut, hein. On veut utiliser la carte, faire des points, ne jamais payer cet intérêt-là. Sinon, ben, si on est rendu à ne pas pouvoir payer cette carte-là au complet, ben, la carte de crédit, c'est pas le bon véhicule. Ça nous prend soit une marge de crédit, ça nous prend soit un prêt personnel parce qu'on a quelque chose à financer, et ça nous prend absolument une stratégie pour être capable, en dedans de 3 à 5 ans, de rembourser au complet toutes nos dettes. Sinon, il faut que les gens viennent nous voir. Donc, c'est ça les points importants sur les taux d'intérêt. Une marge de crédit hypothécaire pour des dépenses qui remplacerait une carte de crédit, par exemple. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que là, on parle d'une hypothèque et non d'une marge de crédit de $100. Ben, si le remboursement de l'intérêt sur la marge et le remboursement d'un certain montant du capital qui fait que sur 5 ans, on a remboursé la marge, si ça rentre dans le budget, ben oui, c'est une excellente idée parce qu'on va payer des taux d'intérêt beaucoup plus bas que si on l'avait financé directement. Comme je disais, le problème avec les fameuses marges de crédit, que ce soit une marge de crédit hypothécaire ou non, c'est que les gens payent l'intérêt mais ne remboursent pas la marge. Donc, il faut prévoir dans son budget pas juste le paiement d'intérêt, il faut prévoir le remboursement de la marge. Puis, petite parenthèse, tant qu'à parler de ça, sur le dossier de crédit, les gens qui utilisent des marges de crédit à un trop gros pourcentage, ben ça va nuire à leur cote. Exemple, quelqu'un qui a une marge de crédit de 30 000 puis qui la cote à 25 000, ben il vient de scraper 30 de sa cote. Ça, les gens ne le savent pas. Okay.
mais une marge de crédit ou une carte de crédit, on ne devrait jamais utiliser plus que le tiers de la limite totale. Donc, si on a une marge de 30 000, on ne devrait jamais mettre plus que 10 000 dessus. Ça, les gens ne le savent pas. Et ce que ça l'amène? Ben, ça l'amène des gens qui utilisent une marge trop élevée. Ça nuit à leur dossier de crédit. Vu que ça nuit à leur dossier de crédit, ils arrivent pour un emprunt, ils sont à risque. En étant à risque, les taux d'intérêt sont plus élevés. Taux d'intérêt plus élevé, ça leur fait des plus gros paiements. Ça leur coûte plus cher, ça rentre moins dans le budget. Ils ont plus de chances de se retrouver en difficulté financière. Donc, si on gère bien nos crédits, nos marges, nos cartes, ça nous permet d'avoir une meilleure cote de crédit, ce qui nous permet d'avoir des meilleurs taux, puis que tout nous coûte moins cher. Voilà. J'aimerais qu'on aborde un sujet, mais là, cette fois-ci, très rapidement, c'est la valeur de l'argent. Parce que là, on a parlé un peu de la banque, on parle d'intérêt, des choses de même, mais notre argent canadien est beaucoup plus faible que l'argent américain. Qu'est-ce qui fait que notre argent canadien a moins de valeur que l'argent américain? Ben, typiquement, c'est des comparaisons entre les différents revenus et dépenses des pays, entre les PIB, combien d'argent qui sont générés, puis combien le niveau de confiance des autres pays, puis comment la demande de cet argent-là est importante. Les Américains ont une très grosse économie, ont un très gros marché boursier, ce qui fait que le dollar américain est vraiment très, très, très en demande. Et donc, c'est compliqué pour les marchés canadiens de compétitionner avec ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas juste des désavantages à ça, évidemment. Ce qui fait que c'est plus facile pour nous d'exporter parce que en ayant un taux de change plus bas, ben ça nous permet d'exporter et que nos marchandises soient encore moins chères pour notamment les Américains. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment l'économie n'est pas faite de la même façon. Puis c'est sûr que avec 100 000 aux États-Unis, avoir 100 000 au Canada, on n'achète pas la même chose. C'est pas les mêmes coûts. Les choses les actifs qu'on peut acheter, la nourriture et tout ça, c'est tous des éléments qui sont tenus en considération par les marchés pour savoir quelle monnaie est plus avantageuse. Puis une des choses qui n'aide pas une monnaie, c'est quand il y a trop d'argent en circulation. Fait qu'évidemment, tout l'argent qui a été remis pendant la pandémie dans tous les pays a fait qu'il y a eu de l'inflation qui a monté partout. Ça a été un phénomène assez uniforme. C'est parce qu'il y avait trop d'argent. Donc, les gens produisaient pas plus, mais avaient plus d'argent. Donc, tout d'un coup, l'argent perdait de la valeur. Si tout le monde a 15 millions dans son compte de banque, c'est pas vrai que les ordinateurs vont continuer de s'acheter à 800 $. Si tout le monde est prêt à payer ça, exemple, 6 000 $, ça va monter à 6 000 $, le prix de l'ordinateur. C'est ça qui fait que il y a de l'inflation, puis c'est ça qui fait que ça va être différent. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer c'est quoi le dollar, la parité du dollar d'un pays à l'autre. Et c'est beaucoup des phénomènes mondiaux, internationaux. C'est beaucoup l'offre et la demande. C'est beaucoup la production de chacun des pays. Donc, c'est sûr que une des préoccupations qu'on devrait avoir dans notre pays, c'est combien on produit par habitant. Et ça, il faut être capable de produire plus pour être capable d'être intéressant pour les marchés, pour que les gens investissent, les gens de d'autres pays investissent ici, puis que la valeur de notre dollar augmente. Oui, effectivement. C'est intéressant, ça, de voir tout ce qu'on dit là. Et ça explique également pourquoi que la chute du dollar canadien s'est poursuivie après la pandémie, là, assez abruptement, d'ailleurs. Oui. Pierre-Paul, on donne des coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire sur notre site Internet ou notre Facebook, notre LinkedIn, peuvent nous joindre sur Lacasse et Associés, lacassesyndic.com ou sur le Lacasse et Associés sur Facebook et LinkedIn. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Denis.